L'avenir de l'intelligence artificielle est-il inévitable? L'intelligence, pas si simple. Pour comprendre ce qui nous attend, il faut intégrer trois grandes tendances. La première, c'est la cognitisation du monde, qui consiste à apporter de l'intelligence à tout ce que l'on crée. Tout ce qu'autrefois nous avons électrifié, nous allons désormais le cognitiser, expliquait-il dès 2014. Le problème est que nous avons bien du mal à définir l'intelligence, s'amuse Kelly. On pense qu'elle possède une seule dimension et nous conduit selon une courbe linéaire de l'intelligence de la souris à celle du génie. Et on place l'intelligence artificielle trop facilement tout au bout de ce spectre. Or, ce n'est pas ainsi qu'il faudrait voir les choses, rappelle-t-il. Notre collègue Rémi Suzanne avait d'ailleurs pointé récemment les critiques de Kevin Kelly sur la singularité. Nous devrions plutôt parler de débrouillardise artificielle que d'intelligence artificielle. Nos GPS, nos calculatrices, nos moteurs de recherche sont plus débrouillants que nous. Google est meilleur dans sa mémoire à long terme, et ce d'autant plus qu'il a mémorisé chaque mot des 60 milliards de pages web qu'il nous présente, soit bien plus que nous saurions faire. L'intelligence a plusieurs dimensions. Elle ressemble à un assemblage multiple, une symphonie musicale de plusieurs instruments, différents d'une personne à l'autre, d'une espèce à une autre. Même les animaux ont un portefeuille d'intelligence, avec parfois des capacités plus élevées que nous, même si dans l'ensemble, leurs formes d'intelligence sont plus petites que les nôtres. Reconnaissons à Kevin Kelly de ne pas céder à la simplification ou au réductionnisme. Pour Kevin, l'intelligence artificielle ne consiste pas tant à créer une intelligence au-delà des autres formes d'intelligence, mais des intelligentes différentes manières de penser. Les intelligences artificielles vont nous aider à faire des choses sans qu'elles ressemblent à l'intelligence des humains. L'IA consiste plutôt à inventer des esprits différents. Les voitures autonomes ne se conduiront pas comme les humains. Elles conduiront mieux que nous, notamment car elles sauront ne pas être distraites. Pour Kevin Kelly, les intelligences artificielles vont nous aider à penser différemment, à sortir des sentiers battus. Certaines sauront optimiser la perception, d'autres auront une grande attention à ce qui les entoure, d'autres seront très fortes en raisonnement symbolique. Pour Kelly, l'enjeu, pour nous, sera surtout d'apprendre à vivre avec ces différentes intelligences, de trouver entre elles et de nous complémentariser du fait de leurs différences entre nos capacités et les leurs. La puissance artificielle est le second levier de cette transformation qui arrive. Avant la révolution industrielle, c'est la puissance reposait sur la force musculaire. Avec l'avènement de l'électricité, c'est la puissance électrique qui prend le relais. Elle est devenue une marchandise, une commodité qui a transformé le monde en devenant toujours plus accessible. L'électricité nous a permis de construire le monde, les routes, les immeubles, les gratte-ciel, les échanges. La puissance artificielle va transformer l'intelligence en commodité. Le moteur a permis de créer la voiture équivalente à la force musculaire de 250 chevaux. Demain, nous y ajouter 250 esprits. L'intelligence va devenir un service, comme le montre déjà le cloud computing. Demain, nous pourrons acheter de l'IA à la demande, comme aujourd'hui on tourne un bouton pour avoir la lumière. Avec la révolution industrielle, les entreprises ont réinventé le monde en lui ajoutant de la force électrique. Avec la révolution de l'IA, les startups vont réinventer le monde industriel en lui ajoutant de l'intelligence, assène le techno-gourou. Pour Kevin Kelly, ce monde qui s'annonce sera plein de surprises. On va être surpris par le lien émotionnel qu'on va créer avec les robots. L'écran nous regarde autant qu'on le regarde. Les logiciels vont analyser notre état émotionnel et les logiciels décoderont et réagiront à nos émotions. Mieux, ils éprouveront des émotions eux-mêmes. Comme le montrent les recherches sur ce thème, à l'image de celles rassemblées dans le Journal of Synthetic Emotion. Ces IA vont également apprendre la créativité. Avec AlphaGo, Google a appris à un logiciel à jouer au jeu de Go. Lors des phases de tournoi où la machine a battu l'homme, bien des joueurs ont été surpris par un très court créatif que l'IA a accompli. Demain, l'IA sera capable de créativité, même si cette créativité sera très différente de celle que l'homme peut accomplir. La capacité créative d'un système technique est souvent mécanique.
explique Kevin Kelly en montrant un robot planteur et ramasseur de salade, capable également d'adapter les engrais qu'ils dispensent à chaque fois selon leurs besoins. Les robots sont très forts en matière de productivité ou d'efficacité sur des tâches définies, des choses pour lesquelles les humains sont profondément inefficaces par nature. Pour Kevin Kelly, cela montre que tout le travail dont on ne pourra pas mesurer la productivité comme la science, la création ou l'innovation, inefficace par la nature, car nécessiterait du tâtonnement pour arriver au résultat. Ce serait conservé aux humains. À moins que, comme l'a montré le joueur d'échecs Garry Kasparov, l'un des premiers humains à avoir perdu face à une intelligence artificielle, l'avenir soit plutôt à trouver des modalités d'interaction entre l'homme et la machine. Après avoir perdu face à Deep Blue, Kasparov a lancé les échecs avancés où le joueur joue avec l'assistance des programmes. Ces dernières années, les meilleurs joueurs d'échecs au monde sont des centaures, une combinaison entre humain et intelligence artificielle, tout comme l'armée travaille à combiner le soldat du futur en apportant le meilleur de la machine et le meilleur de l'humain. Notre avenir est celui de la ceinture, estime Kelly. Une entité mi-homme, mi-machine, une complémentarité où les forces de l'un viennent compléter les faiblesses de l'autre et inversement. Bref, le transhumanisme. Qu'allons-nous faire de 1000 cerveaux qui travailleraient tout le temps pour nous? Quelle nouvelle opportunité cela créera? Kevin Kelly n'en sait rien. Nul n'expert de cet avenir, assure-t-il. La seule chose dont il est convaincu est que l'intelligence artificielle sera une marchandise, une commodité disponible pour chacun d'entre nous, et que, pour ces dispositifs prennent des décisions, il va nous falloir travailler et leur instiller des valeurs et une déontologie. Devenir centaure suppose que notre monde d'interaction avec les ordinateurs vont changer, comme l'a très bien montré le film Minority Report, explique Kevin Kelly. Demain, les machines sauront prendre en compte nos gestes, nous identifieront biométriquement, sauront traduire nos paroles en temps réel à l'image des traducteurs, temps réel comme Pilote ou Illy. Mais surtout, la manière dont nous interagirons avec les ordinateurs va changer. Avec la réalité virtuelle, nous allons entrer dedans. Nous allons entrer dans les écrans, nous allons entrer dans une immersion avec la machine. La réalité virtuelle agit autrement sur notre cerveau. Il nous convainc d'une autre réalité. Elle trompe nos sens. Or, on se souvient bien plus de ce qu'on a ressenti ou de ce que l'on a vu. La réalité mixte ou combinée superposant des éléments d'information sur la réalité elle-même est l'avenir de l'apprentissage comme l'avenir d'Office, le logiciel Microsoft, assure tout de go Kevin Kelly. Pour lui, nous allons passer d'Internet de l'information à l'Internet des expériences, comme nous sommes passés des commodités, le café par exemple, aux biens de consommation, le paquet de café moulu, au service de Starbucks, à l'expérience seule, boire un très bon café. L'avenir consiste à vendre des expériences notamment parce que le prix des marchandises et des services ne cesse de baisser, seules les expériences gardent une valeur forte. Les expériences est la nouvelle monnaie, la nouvelle devise de référence est la réalité virtuelle, sera le média social, le plus social permettant justement de vivre des expériences. La réalité virtuelle sera la prochaine plateforme de nos expériences, assure avec un ton prophétique Kevin Kelly. Reste encore à faire que la réalité virtuelle assure des expériences qui soient plus riches que celles que propose le réel. À mon sens, pas sûr que l'argumentation déployée par Kevin Kelly suffise à convaincre. Après le déploiement de l'intelligence artificielle comme service, après le déploiement des nouvelles formes d'interaction, la troisième force que l'avenir va activer, c'est celle du partage, estime Kevin Kelly, en annonçant un peu rapidement une transformation liée au croisement de l'économie, de la demande et des données. Les données sont désormais plus précieuses que les clients eux-mêmes. Aujourd'hui, Tesla, qui n'existe que depuis quelques années et n'a vendu que 180 000 véhicules, vaut plus que Ford qui a vendu 100 millions de véhicules en 50 ans. Pourquoi ? Pour Kevin Kelly, cela s'explique principalement par le fait que Tesla dispose de données sur plus d'1 milliard de kilomètres parcourus par ses voitures. Les plus grosses entreprises du monde sont désormais celles qui disposent du plus de données, et les entreprises de réalité virtuelle seront certainement celles qui auront le plus à leur disposition dans une vingtaine d'années. Pour Kevin Kelly, les entreprises numériques comme Facebook et ses 2 milliards d'utilisateurs
propose de nous faire accéder à un niveau de collaboration jamais atteint jusqu'à présent. Pour l'instant, les formes collaboratives que ces plateformes proposent sont encore assez frustres. On partage des points, des vidéos, mais comment évolueront ces formes de coopération à l'échelle des plateformes sociales, permettant d'impliquer des milliards d'utilisateurs, à l'image de Wikipédia? Que serons-nous capables de faire à l'échelle de la planète d'ici 30 ans? Interroge le gourou qui verse dans une simplification un peu rapide, comparant des modalités d'interaction avec d'autres évoquant le partage de silos de données qui ne se partagent pas tant que cela. Pour lui, l'IA en réseau annonce une machine dont la taille de mémoire ne cesse de doubler. En 2047, les gens diront que tout a commencé en 2017. Nous sommes dans la meilleure époque que ce soit pour faire les choses. Et ce d'autant que l'expertise est de moins en moins nécessaire, que la compétition est moindre, que le ticket d'entrée sur la technologie n'a jamais été aussi faible. Sainte IA, priez pour nous. Le philosophe Nick Bostrom, le fondateur de l'association Transhumanisme et directeur de l'Institut pour le futur de l'humanité, l'université Oxford et auteur de la superintelligence était également sur la scène du SI pour parler d'intelligence artificielle. Hélas, pas pour faire dans la finesse. Avec sa casquette de directeur de l'Institut pour le futur de l'humanité, Nick Bostrom commence sa présentation en tentant de prendre un regard surplombant et global pour comprendre les événements les plus importants de l'histoire humaine, et de teaser à un grand trait de l'histoire de l'humanité se résumant à la révolution agricole qui a permis de développer des élites et des idées, et la révolution industrielle qui a permis d'augmenter la croissance économique et démographique. Selon lui, l'intelligence artificielle sera le troisième événement majeur de l'histoire de l'humanité. L'intelligence artificielle fonctionne par entraînement. Elle interagit avec l'environnement, tâtonne pour parvenir à optimiser ce qu'on lui demande de faire. C'est un secteur qui avance vite, estime Bostrom, pointant la démultiplication des conférences sur ce sujet. Pour lui, on accomplit 7 années de progrès en 1 an actuellement. Bien sûr, c'est le progrès de l'IA, n'ont pas toujours été aussi forts. Pour lui, une IA trop forte risque de créer des effets pervers, notamment parce qu'une IA optimise son propre objectif, explique-t-il, en reprenant l'exemple de son livre qu'il avait pointé notre collègue Rémi Suzanne d'une IA qui détruirait l'humanité pour produire des trombones. Pour lui, cela doit nous inviter à imaginer des méthodes de contrôle modulables, comme y travaille le champ de recherche consacré l'alignement, c'est-à-dire l'alignement du travail des machines avec l'éthique des humains, de leurs valeurs avec les nôtres. Or, rappelle Bostrom, il n'a pas de lien entre l'intelligence et le fait d'être bon ou mauvais. Nous avons besoin de plus de recherches sur l'éthique des machines, comme le montrent les consortiums, partnership, IA ou OpenIA, car l'enjeu est bien de faire une intelligence artificielle, un bien pour l'humanité, afin que quand l'IA sera partout, nous puissions accomplir la tâche du Berkeley Zen Center qui existe depuis 1967, à savoir ne rien n'avoir à accomplir. Je ne suis pas sûr que ce soit un objectif très motivant pour les besogneux, humains que nous sommes. Finalement, sur la scène du SI, Bostrom a déroulé sur sa présentation, sans même intégrer les nombreuses critiques qu'a suscité son livre. Il agite avec une grande naïveté les cauchemars lointains de l'IA, comme pour donner plus de profondeur à sa propre présentation. Reste à voir si ces considérations spéculatives, si incertaines, ont réellement du sens. J'ai plutôt l'impression que cela nous empêche de regarder les problèmes très actuels et concrets que pose l'IA, et qui vont façonner très concrètement son évolution et sa force, ou plutôt ses lacunes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, Mind Control.